Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Blandine Rinkel, vous êtes la 4e invitée de la saison 4 des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Blandine Rinkel, parmi tous les champs artistiques que vous investissez, on vous reçoit ce soir en qualité de romancière. Quelles sont les clés ou les grandes étapes de votre parcours d'écrivaine ? Alors déjà, peut-être j'investis divers champs, mais en réalité c'est quand même ma colonne vertébrale, l'écriture. C'est-à-dire que c'est vraiment ce autour de quoi tout s'organise. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quel est mon parcours avant tout. Je suis une lectrice. Je lisais sous la table dès l'école primaire, maternelle, primaire. Dès que j'ai su lire, en fait, je lisais sous la table. Je lisais goulûment. J'ai quitté Rezé, dont je viens, donc en banlieue de Nantes, pour aller à Paris faire des études de littérature et philo. Mais en fait, même là, finalement, je lisais d'autres choses sous la table que ce qu'on étudiait. J'ai toujours lu sous la table, quoi. Je suis partie un peu ensuite à Londres et je lisais en faisant des jobs divers et variés. Pour gagner de l'argent, je faisais des trucs. J'étais serveuse, j'étais un peu modèle, j'ai fait de la figuration, j'ai fait des trucs vraiment... Beaucoup de choses. Mais vraiment pour gagner de l'argent. Et ce qui a toujours compté, c'est le livre qu'il y avait dans mon sac. Donc je dirais que j'ai appris à écrire avant tout en lisant, en contrebande, tout le temps. Donc vous êtes une écrivaine qui fait plein d'autres choses. Je suis une écrivaine qui, franchement, avant tout, lit et écrit. Mais en fait, tout simplement, moi, ça m'intéresse, ça m'importe de dire, de nommer aussi à voix haute, de partager ce qu'il y a dans les livres. Parce que je pense qu'il y a des enjeux quand même sociétaux, politiques, avec la littérature dialogue vraiment, en fait, avec nos manières de vivre, avec nos vies. Et que pour qu'on l'entende, il faut sortir parfois le texte des livres. Parce que sinon, le risque, c'est que seuls les lecteurs, les grands lecteurs s'intéressent à ce qu'il y a dans les livres. Et je crois qu'il y a... Parfois, on peut rappeler à des personnes qui auraient juste pas l'habitude de lire, en fait, qu'il y a des choses qui les concernent dans les livres. Et que, par exemple, lire un texte sur scène ou, faire une rencontre en médiathèque, comme qu'on vient de faire, c'est un moyen, soudain, de sortir un peu le texte du livre, de le faire un peu voyager autrement. Et voilà, c'est ça qui m'importe, en fait. C'est ça qui m'importe en faisant de la musique, de la scène. C'est pas tellement de faire 1000 choses différentes, c'est toujours à partir d'un texte, à partir du fait de nommer les choses, partager avec d'autres. Ça part toujours d'un texte. Ouais. En tous les cas, ça part toujours du besoin de dire, de nommer, de formuler, du langage, quoi. Une obsession pour le langage, ouais. Alors vous habitez à Paris, vous l'avez dit, depuis plusieurs années. Si vous ne disposez que d'une seule journée pour faire découvrir votre Paris à un ou une amie, où l'amenez-vous ? Franchement, je suis pas vraiment adepte. Ouais, mais je suis pas trop adepte de musée, un peu de la réponse, j'ai l'impression qu'on attendrait. Donc moi, franchement, mon Paris, c'est le 18e arrondissement où j'habite, c'est-à-dire un arrondissement qui est à la croisée de quartiers populaires et de quartiers un peu bobos. Je pense que c'est vraiment entre ces deux trucs-là. Ce que j'aime, c'est une énergie, je crois, à Paris, c'est qu'il y a du monde, qu'il y a un rythme un peu incessant. Et puis je l'emmène peut-être manger à l'Esquisse, dans le 18e. Voilà, petite adresse. Non mais c'est vrai, c'est un restaurant charmant, pas trop cher et très chouette. Mais merci beaucoup pour le renseignement. Donc vous êtes également journaliste. Comment analysez-vous la tendance actuelle croissante et inquiétante, je crois, des médias à substituer des opinions aux informations ? C'est inquiétante, je suis d'accord, je partage ça avec vous. Comment je l'analyse, un besoin par le populisme, en fait. Je suis assez persuadée qu'on cherche avant tout à plaire et qu'en fait, pour écrire quelque chose qui est un peu intéressant, il ne faut pas se soucier du fait que ça plaira ou non. En tous les cas, dans un premier temps. Après, on peut mettre en forme de manière à ce que ça touche. Et j'ai l'impression que même l'information est obsédée par le désir de plaire. Et moi, je sais que personnellement, quand j'écris, ou quand, à mon échelle, qui est quand même modeste, mais quand il m'arrivait de faire des enquêtes, vraiment à une échelle modeste, parce que le journalisme que je fais, c'est avant tout du journalisme culturel, de la critique de livres, etc. Mais en tous les cas, quand je pratique ça, j'essaie tout simplement de nommer, d'être le plus exact possible, et je ne me soucie pas de plaire avant tout. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui attendraient qu'on cherche un peu moins à leur plaire. Moi, en tous les cas, je suis vraiment en attente d'articles fouillés, creusés, d'enquêtes où on n'est pas en train d'essayer de me séduire. Juste, on me donne des informations, on a enquêté, on me donne un travail, quoi. En même temps, il y a
S'il y a cette offre-là, c'est qu'il y a une demande, j'imagine. Je sais pas. Non ? Je sais pas. Je sais pas, ça c'est contestable. On dit D'accord. toujours ça, oui, finalement, les gens attendent qu'un divertissement. Je sais pas. Parfois, quand on donne les choses aux gens, on voit en fait qu'ils le consultent. Bon, c'est plutôt positif. Ouais, en tout cas, j'en sais rien. Là, Oui. ça serait un débat sur un Oui, peu oui, tout à fait. ce qu'on envisage de, je sais pas quoi, la nature humaine. Et moi, je crois pas vraiment à la nature humaine. Je crois qu'il y a que des faits et que dans les faits, il y a une forme de facilité. On sait que ça va être facilement partageable, telle opinion un peu tranchée, telle polarisation. Oui, c'est facilement partageable, mais est-ce que c'est ce que les gens attendent au fond d'eux ? Est-ce que ça correspond à un désir ? Je suis pas sûre. C'est pas forcément ce qu'ils attendent, mais peut-être c'est ça qui les capte. C'est ça qui les capte, mais moi j'ai l'impression qu'on pourrait tout à fait être plus honnête dans un travail et ensuite se poser la question de la mise en forme de l'information. Et que c'est 2 étapes différentes et qu'il y a peut-être une étape qui est grillée. Exactement. Souvent. Donc justement, l'éducation aux médias et à l'information fait partie de nos missions à nous en bibliothèque. Vous proposez des ateliers d'écriture en prison. Pourriez-vous, sur ce modèle, proposer des ateliers d'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque ? C'est quelque chose que vous pourriez faire ? Je sais pas si je serais pertinente. Autant proposer des ateliers d'écriture en prison, je l'ai quand même pratiqué et j'ai l'impression de savoir à peu près comment m'y prendre. Je sais pas si je pourrais faire des éducations. Je pense que c'est quand même un savoir bien particulier de faire comprendre aux gens ce qu'est une vraie information, ce qui n'en est pas une, etc. Et moi-même, je suis pas sûre d'être assez outillée, pour être honnête. En fait, je crois qu'il faut avoir plusieurs points de vue pour comprendre ça. C'est-à-dire peut-être des philosophes, des sociologues, des écrivains. Et je pense que c'est en mélangeant tout ça qu'on peut commencer à comprendre tout ça. Mais du coup, votre participation pourrait être intéressante. C'est vrai. En tous les cas, on m'a jamais proposé de faire ça. Et... ça pourrait arriver. Ouais. Que pensez-vous des IA ? Parce qu'on en parle tout le temps en ce moment. Là, ce matin, j'ai participé à la matinale de France Inter et maintenant, je crois que sur Radio France, c'est une IA qui fait le résumé de l'émission. Ah oui. On m'a dit ça, que c'était une IA, puis quelqu'un qui relisait. Bref, je me suis dit, ah oui, en effet, ça doit être une IA parce que j'ai lu le résumé juste après. Donc peut-être que ça a été corrigé depuis par un humain, mais en tous les cas, c'était vraiment truffé de phrases... Oui, toutes faites. En fait, qui reprennent des propos, mais comme c'est l'IA, je pense qu'elle fonctionne avec le son, elle résume, mais un peu à la va-vite, à la serpe, et ce qui est sûr, c'est que ça ne restitue pas la singularité d'une écriture littéraire, ni d'une parole littéraire. Donc je me suis dit, quand même, ça échoue. En fait, j'ai trouvé ça presque réjouissant. Je me suis dit, en fait, l'IA peut peut-être comprendre beaucoup de choses, mais vraiment, ce qui se joue dans la musique d'une phrase, dans la littérature, vraiment dans la spécificité, l'exactitude du langage qu'on cherche quand on écrit de la littérature, l'IA n'y arrive pas, visiblement. Par ailleurs, elle m'appelait Sandrine Rinkel, mais ça, c'est encore autre chose. Non, mais qu'est-ce que je pense des IA ? Oui, que c'est un outil qui, de toute façon, est là. Je pense qu'on ne pourra pas maintenant le faire disparaître. Il est là, mais que comme tout outil, ce qui est très important, c'est d'être éthique avec et que ça pose des vraies questions éthiques qui m'intéressent, qui m'inquiètent. Oui, comme nous. Alors, vous avez aussi une actualité musicale avec votre groupe Catastrophe. Vous voulez en dire quelques mots, peut-être ? Oui, on sortira un disque en septembre prochain. Et c'est un disque, je pense, plus sombre que ce qu'on a fait jusque-là, mais ça veut pas dire sans joie. Mais plus inquiet. Vous allez faire plein de vidéos encore ? On a tourné tous les morceaux racontent une histoire et c'est une grande histoire qui raconte tout le disque. On a tourné des vidéos qui sont en cours de montage. Ça arrivera. On va vous voir danser ? Et non, pas danser. Non. D'accord. Donc c'est beaucoup plus sombre alors. Il y a d'autres personnes que moi qui dansent. C'est surtout que là, on s'est mis, donc on est 4 maintenant dans Catastrophe, et on s'est mis plus au second plan, on s'est mis plus comme finalement des personnes qui observent et qui mettent en scène que comme les personnes mises en scène. On a comme un changement de position. Vous verrez. Eh bien, j'ai hâte. Considérez-vous être une artiste militante ? Ça m'embête pas, en tous les cas, comme appellation. Avant, j'aurais répondu non et j'aurais fait un speech sur le fait qu'il y a une différence entre l'engagement et le militantisme. Et de plus en plus, à mesure que quand même la politique m'inquiète, ce qui se passe dans les démocraties me questionne, ce qui va se passer en France dans quelques temps m'inquiète. Et surtout, je pense que c'est né l'espèce d'urgence et le fait de dire d'accord, en fait, je pense que je peux devenir militante. Je pense que c'est né au moment des législatives. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur là quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée. Je me suis dit mais en fait en 3 semaines on peut changer vraiment de régime politique quoi. J'ai vraiment, alors, à tort ou à raison, j'ai une vraie inquiétude très physique qui est née et à ce moment-là je me suis dit il faut vraiment prendre position.
de manière claire. Alors que vraiment, j'aime tout ce qui est trouble, j'aime l'ambiguïté, j'aime la langue littéraire, j'aime la nuance, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on est quand même dans un temps d'inquiétude tel qu'à des moments clés, il faut prendre position clairement. Donc à des moments précis, ça m'embête pas de me considérer comme une artiste militante. À d'autres moments, non, je pense que je suis en recherche et je suis pas toujours en train de prôner quelque chose. Y a-t-il dans votre parcours personnel ou d'artiste un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? Oh, il y en a beaucoup. Tellement important pour moi, les bibliothèques. Oui. Non, vraiment, au sens où j'empruntais, je piquais les cartes de mes parents. Non, mais ils le savaient quand même. Mais donc j'avais 3 cartes de bibliothèque et je pouvais prendre 12 ouvrages sur chaque carte. Donc je pouvais prendre 36 livres par mois. Par semaine, parce qu'en fait j'y allais tous les mercredis après-midi. Et donc pour moi vraiment c'est la première des sorties de route possibles, et je le dis en bonne part, le premier des chemins de travers, c'était vraiment le fait de pouvoir aller à la bibliothèque, de savoir que je reviendrais avec 36 livres, que je lisais pas forcément tous en entier, mais juste je savais que j'avais 36 chemins possibles et je sais pas, j'échappais à une forme d'asphyxie que je pouvais éprouver chez moi, et j'étais en cela quand même accompagnée par ma mère, parce que c'est elle qui m'emmenait à la bibliothèque, et voilà. La bibliothèque de mon enfance, qui s'appelait la bibliothèque La Noël, a fermé maintenant. Elle n'existe plus. Et il y en a une autre qui s'appelle l'Espace Diderot, parce qu'en plus il y avait 2 bibliothèques. Donc le cumul des livres était... Il n'y avait pas de librairie dans la ville où j'ai grandi, aucune, mais il y avait 2 bibliothèques. 2 bibliothèques. Ouais, enfin une médiathèque et une bibliothèque. D'où l'importance. Crucial, ouais. Vraiment. Et elle a fermé. Et autant je m'en fous, par exemple, de ne pas revoir ma maison d'enfance. Enfin, je suis pas attachée à ça. Autant ça m'a vraiment fait un pincement au cœur de savoir qu'elle fermait. Et non, pour moi, vraiment crucial, quoi. Crucial, la possibilité que n'importe qui ait accès aux livres, que ça soit pas une question économique, en fait, le fait de pouvoir avoir accès au savoir, voilà, qu'on peut emprunter, qu'on peut rester aussi dans une bibliothèque, qu'on peut se cacher dans une bibliothèque, non, mais qu'on peut lire pendant des heures, perdre du temps, comme on dit. Pour moi, ça a été première formation, vraiment. Ouais. C'est des lieux associés justement à d'un truc hors loi et à vraiment la joie des autres, quoi. On peut y faire de l'éducation aux médias, même. Aussi. Alors, dernière question, on la pose à tous nos invités. Pour terminer, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas, dans l'absolu. Ok. 3 choses que j'aime. Jean Poire, mon chien, c'est pas une chose. Pardon, oui, Jean Poire. Dans l'absolu. Ouais, quand même, Jean Poire, mon chien. Les livres de Virginia Woolf et le gingembre. Gratos. Et 3 choses que j'aime pas ? Ouais, si vous voulez. Le mépris satisfait. Les gens qui sont satisfaits de mépriser. Je comprends pas. Les villes où il y a vraiment aucune ligne de fuite, pas d'horizon, ces moments où on voit même pas un parc qui nous ouvrirait une ligne de fuite, quoi. Vraiment quelque chose qui est anxiogène là-dedans, je trouve. J'aime pas. Allez, c'est une grosse facilité, mais je veux le dire quand même. La montée du Rassemblement national. Oui. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. C'était une très bonne réflexion. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.